Bonjour. Qui n'a jamais connu cette sensation-là après un repas? Le ventre qui tire, qui gonfle, parfois c'est même douloureux. Les ballonnements, les gaz. C'est vrai que c'est un inconfort super répandu. Aujourd'hui, on va explorer un peu ce phénomène. Pourquoi ça arrive? Et surtout, est-ce que les probiotiques, ces fameuses bonnes bactéries, peuvent vraiment faire quelque chose? Pour ça, on va s'appuyer sur les infos d'un article de Super Nutrition signé Sacha Coadan. Notre objectif, décortiquer ce que dit cette source pour bien comprendre le lien entre notre digestion, qui est parfois un peu malmenée, et l'action possible de ces probiotiques. Alors ce que l'article met en avant tout de suite, c'est que certaines souches de probiotiques pourraient cibler spécifiquement les gaz et réduire les ballonnements assez vite, genre en 1 ou 2 semaines. Il y a deux noms qui reviennent souvent, Lactobacillus plantarum et Bifidobacterium lactis. Mais attention, l'article insiste aussi beaucoup sur l'alimentation, notamment gérer les FODMAP, et puis les habitudes comme manger doucement. Il parle aussi d'une durée de cure, d'un dosage précis, et même, tenez-vous bien, d'une possible aide pour un ventre plus plat. C'est assez intriguant, non? Allons voir ça de plus près. Bon, alors pour commencer, d'où il vient ce ventre gonflé? Pourquoi cette sensation de ballon? L'analyse de Supernutrition, elle dit que c'est souvent un peu un signal d'alarme, non? De notre système digestif. Oui, tout à fait. Le document pointe plusieurs facteurs, plusieurs coupables potentiels, on pourrait dire. L'alimentation, bien sûr, c'est souvent le premier suspect. Un changement d'habitude ou alors un excès de certains types de fibres, celles qu'on appelle fermentescibles, qui sont un peu comme un festin pour nos bactéries intestinales, ça peut provoquer ce gonflement, surtout après manger. Et puis la façon dont on mange, ça compte énormément aussi. Manger trop vite, sans bien mâcher, on avale de l'air, et ça aide pas la digestion, quoi. D'accord. On avale de l'air. Exactement. Et puis, il y a un autre facteur qu'on oublie parfois, c'est le stress. La source mentionne explicitement l'axe intestin-cerveau. Cette connexion, elle est bien réelle entre notre tête et notre ventre. Le stress, ça peut vraiment perturber l'équilibre de notre microbiote, notre petit monde intérieur, là, et ça peut entraîner des troubles digestifs, y compris les ballonnements. Surtout chez les personnes qui sont déjà un peu sensibles à ce niveau-là. Oui, cette fameuse connexion intestin-cerveau. C'est ça. Et la cause directe des gaz et du gonflement, d'après les informations, c'est une production excessive de gaz. Ça vient des bactéries pendant la fermentation des aliments dans l'intestin. Alors certains aliments sont particulièrement pointés du doigt parce qu'ils contiennent des FODMAP. Ce sont des petits sucres qui fermentent très facilement. Ah oui, les FODMAP, on en entend parler. Oui, on les trouve par exemple dans les légumineuses, lentilles, pois chiches, certains produits laitiers ou des légumes comme les choux, l'ail, l'oignon. Ces aliments, ils peuvent vraiment augmenter la production de gaz dans l'intestin grêle et le côlon. Mais attention, l'article précise bien, et c'est important, que tout le monde ne réagit pas pareil. La sensibilité, elle est très individuelle. D'accord, donc c'est pas une règle absolue pour tout le monde. Non, absolument pas. Et un dernier point que soulève l'article, c'est l'histoire du transit intestinal un peu. Paresseux. Si les aliments restent plus longtemps dans l'intestin, ça laisse plus de temps aux bactéries pour les fermenter. Et donc potentiellement plus de gaz et cette sensation de lourdeur. Ok, donc si je résume ce que dit l'article, avant même de penser aux probiotiques, il y a des bases à revoir. Manger lentement, bien mâcher, essayer d'identifier les aliments qui nous ballonnent personnellement, peut-être les réduire un temps, et bouger un peu aussi, pour aider le transit. Mais alors, où est-ce que les probiotiques entrent en jeu là-dedans? Comment ils sont censés aider, au-delà de ces bonnes pratiques? C'est là que ça devient intéressant. L'article explique que certaines souches de probiotiques, donc des bactéries vivantes bien spécifiques, peuvent activement participer à la régulation de notre digestion. Pour cet effet ventre plat, ou disons anti-ballonnement, les souches Lactobacillus plantarum et Bifidobacterium lactis sont celles qui sont particulièrement mises en avant. Leur rôle principal, tel qu'il est décrit, ce serait d'aider à rétablir un meilleur équilibre dans notre flore intestinale. Rétablir l'équilibre. C'est ça, en favorisant les bonnes bactéries au détriment de celles qui pourraient produire trop de gaz, elles aideraient à calmer cette fermentation excessive dont on parlait. Le but, c'est pas juste d'ajouter des bactéries comme ça, mais vraiment de moduler l'écosystème qui est déjà là pour qu'il fonctionne de manière plus harmonieuse. Et l'article précise bien, ce ne sont pas des laxatifs. Leur action est plus subtile. Ça vise à réguler le transit et à limiter la rétention de gaz dans l'intestin, pour un meilleur confort global en fait.
C'est plus clair. Et spécifiquement sur les gaz eux-mêmes, les flatulences qui peuvent être gênantes, est-ce que l'article mentionne des souches avec une action encore plus ciblée? Oui, l'article aborde ce point. Ces gaz sont le résultat direct de la fermentation, comme on disait. Il mentionne une autre souche, Lactobacillus gasseri. Apparemment, elle a fait l'objet d'études pour sa capacité potentielle à limiter la production de certains types de gaz, notamment ceux qui contiennent du soufre. Ah oui, ceux qui sont particulièrement odorants. Voilà, exactement. Mais attention, l'effet ne serait pas immédiat. Il s'installerait plutôt progressivement, sur plusieurs semaines de prise régulière. Ça participerait à améliorer le confort digestif sur le long terme. Intéressant ça. Et l'article fait aussi un lien justement avec cette souche Lactobacillus gasseri, avec une possible réduction de la graisse au niveau du ventre. On entend souvent ça. Est-ce que ça veut dire que prendre ces probiotiques, ça pourrait faire maigrir? Alors là, l'article apporte une nuance vraiment, vraiment cruciale. Et c'est important de le souligner. Il est très clair. Les probiotiques ne sont pas des pilules miracles pour maigrir. Hein. Non, non. Ils ne vont pas brûler les graisses directement, ce n'est pas leur rôle. Par contre, il fait référence à une étude précise, publiée en 2013 dans le British Journal of Nutrition. Cette étude aurait observé qu'une supplémentation en Lactobacillus gasseri était associée à une diminution de la graisse abdominale chez les participants. Ah, quand même. Oui, mais et c'est là tout le point essentiel. Cette observation a été faite uniquement chez des personnes qui en même temps suivaient un régime alimentaire contrôlé et faisaient de l'exercice régulièrement. D'accord, donc c'est pas juste le probiotique tout seul. Absolument pas. Ce que suggère la source, c'est que cette souche pourrait être un soutien, un coup de pouce dans une démarche globale de perte de poids ou de recherche d'un ventre plus plat. Mais elle ne peut absolument pas remplacer une alimentation équilibrée et de l'activité physique. Les effets, s'il y en a, sont décrits comme progressifs et ils dépendent énormément de chaque personne et de son mode de vie général. C'est vraiment présenté comme un complément à une hygiène de vie saine, pas du tout comme une solution autonome. Voilà une distinction qui est capitale. Ce n'est pas une solution de facilité, mais ça peut être un plus si on fait déjà ce qu'il faut à côté. C'est bon à savoir pour décrypter un peu les promesses qu'on voit parfois. Bon, on a entendu parler de Plantarum, Lactis, Gasseri. Comment on s'y retrouve un peu dans tous ces noms techniques? Selon l'article, comment choisir la souche qui serait la plus adaptée à sa propre situation? Oui, le document propose une sorte d'aiguillage en fonction de l'objectif principal qu'on recherche. C'est assez bien fait. Si la préoccupation numéro 1, c'est la gestion du poids, avec cet objectif de réduire la graisse abdominale toujours dans le cadre d'une démarche globale, on le répète, eh bien c'est Lactobacillus gasseri qui est mis en avant. Ok, Gasseri pour la graisse abdominale, en soutien. Voilà. Si par contre le problème qui domine vraiment ce sont les ballonnements, les gaz, peut-être avec un transit qui n'est pas très régulier, alors la souche Bifidobacterium lactis serait d'après l'article plus pertinente. Elle est présentée comme agissant davantage sur la régulation du transit et sur l'équilibre de la fermentation elle-même. D'accord, Bifidobacterium lactis pour les ballonnements et le transit. C'est ça. Et puis pour un inconfort digestif un peu plus général, une sensation de digestion lente, un ventre gonflé, mais sans que ce soit forcément le symptôme principal, Lactobacillus plantarum est suggéré pour aider à apaiser cet inconfort et faciliter la digestion. Lactobacillus plantarum pour l'inconfort général. Exactement, mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que même si leur spécialité peut varier un peu, l'idée commune derrière ces souches, selon l'article, c'est de favoriser un environnement intestinal plus équilibré. Et c'est cet équilibre retrouvé qui, au final, contribue à un meilleur confort digestif dans l'ensemble. D'accord. Donc c'est un peu comme choisir l'outil le plus adapté aux problèmes spécifiques, mais le but final reste le même, l'équilibre intestinal. C'est logique. Une fois qu'on a une idée un peu plus claire de la souche qui pourrait nous intéresser, comment on fait en pratique pour bien utiliser ces probiotiques? Est-ce que l'article donne des recommandations pour, disons, optimiser leurs chances d'agir? Oui, l'article donne plusieurs conseils très concrets pour essayer de maximiser l'efficacité potentielle. D'abord, le format. Il insiste sur l'importance des gélules qu'on appelle gastro-résistantes. Gastro-résistante, c'est-à-dire? Eh bien, l'idée est simple. L'estomac, c'est un milieu très acide et ça peut détruire une bonne partie des bactéries avant même qu'elles arrivent là où elles doivent agir. Ces gélules spéciales, elles sont conçues pour résister à cette acidité, pour passer l'estomac et libérer les probiotiques plus bas dans l'intestin. C'est là qu'elles sont censées faire leur travail.
Ah, d'accord, pour qu'elles arrivent vivantes à destination. Exactement. Deuxièmement, le dosage. La source parle d'une dose quotidienne qui se situe généralement entre 5 et 10 milliards d'UFC. UFC. Oui, UFC, ça veut dire unité formant colonie. C'est juste la mesure du nombre de bactéries qui sont vivantes et capables de se multiplier dans le produit. C'est présenté comme une dose de base et c'est important de vérifier sur l'étiquette que la souche spécifique qu'on recherche, comme Elgaceri par exemple, est bien présente et bien dosée. Ok, 5 à 10 milliards d'UFC par jour. C'est la fourchette donnée. Troisièmement, la régularité. C'est clé. Il est conseillé de prendre sa gélule tous les jours, si possible, au même moment. Le moment suggéré, c'est souvent le matin à jeun, ou alors environ 30 minutes avant un repas. Ça faciliterait leur passage et leur implantation dans l'intestin. Tous les jours, à jeun ou avant le repas. Compris. Et combien de temps? Alors, quatrièmement, la durée. L'article recommande une cure d'au moins 1 mois et idéalement jusqu'à 3 mois, soit 30 à 90 jours pour pouvoir vraiment évaluer les effets. Les bénéfices ne sont pas toujours immédiats, ça peut prendre un peu de temps à s'installer. Et une cure peut être renouvelée si besoin, parfois en discutant avec un professionnel de santé. 1 à 3 mois. D'accord. Et enfin, un petit détail pratique, mais qui a son importance, la conservation. Il faut généralement garder les probiotiques à l'abri de la chaleur et de l'humidité pour que les bactéries restent bien vivantes jusqu'à la fin de la date limite du produit. Logique. Très clair sur l'utilisation, mais on en revient toujours à l'alimentation, hein. Ça semble vraiment central d'après l'article. Quels sont les aliments que la source identifie comme pouvant aggraver les ballonnements et qu'il serait peut-être bien de limiter, au moins au début? Absolument. L'alimentation est présentée comme un levier majeur. L'article liste plusieurs groupes d'aliments, ce qu'on appelle fermentés cibles. Chez les personnes sensibles, ils peuvent effectivement amplifier la production de gaz et l'inconfort. Lesquels, par exemple? Alors, on trouve d'abord les légumineuses. Lentilles, pois chiches, haricots secs. Ils sont très bons pour la santé, mais c'est vrai que leurs fibres et certains sucres nourrissent beaucoup les bactéries. Ça peut se traduire par plus de gaz. Ok, les légumineuses. Ensuite, il y a certains légumes bien connus pour contenir des FODMAP. On a parlé de la famille des choux, brocolis, choux-fleurs, mais aussi l'oignon, l'ail, l'artichaut. La suggestion de l'article, c'est de peut-être les consommer en plus petite quantité ou bien cuits pour voir si ça améliore la tolérance. Bonne astuce, la cuisson. Oui, sont aussi cités certains produits light ou sans sucre ajouté qui utilisent des polyols. Des polyols. Oui, comme le sorbitol, le mannitol, le xylitol. Ce sont des édulcorants qui peuvent être mal absorbés par l'intestin et qui fermentent. Ça peut causer des gaz et des ballonnements. Faut regarder les étiquettes. Bah oui, du chewing-gum sans sucre, ce genre de choses. Par exemple. Et bien sûr, le lactose, le sucre du lait, pour les personnes qui le digèrent mal, là, le lait, certains fromages frais ou les yaourts qui n'ont pas fermenté longtemps pourraient être problématiques. Mais l'idée défendue dans l'article, c'est important, ce n'est pas d'éliminer ces aliments pour toujours. C'est plutôt de les réduire temporairement, surtout quand on commence une cure de probiotiques. Selon la source, ça permettrait de, calmer le jeu dans l'intestin et de donner aux bonnes bactéries qu'on introduit, comme les bifidobactéries, un environnement plus favorable pour s'installer et agir sur l'équilibre de la flore. Je vois, c'est une approche intéressante, cette synergie-là. L'alimentation temporairement adaptée pour aider les probiotiques. Bon, pour conclure un peu notre exploration, l'article se termine avec une série de questions-réponses fréquentes. On peut peut-être en passer quelques-unes en revue rapidement, toujours en se basant sur ce que dit la source. Oui, bonne idée. Par exemple, est-ce qu'il y a un meilleur probiotique contre les ballonnements ? Alors, d'après la FAQ du document, il n'y a pas de réponse unique le meilleur, mais comme on l'a dit, les souches Lactobacillus plantarum et Bifidobacterium lactis sont souvent mentionnées comme étant, disons, privilégiées pour cet objectif précis. Soulager les ballonnements, améliorer le confort digestif. D'accord. Et question timing, combien de temps il faut attendre pour voir si ça marche vraiment ? L'article est assez réaliste là-dessus. Une amélioration, on peut parfois la sentir en 7 à 10 jours, oui. Mais il est recommandé d'attendre au moins 3 à 4 semaines de prise quotidienne pour vraiment pouvoir juger de l'efficacité sur les ballonnements ou la régularité du transit. Faut un peu de patience, quoi. Ok, 3-4 semaines pour évaluer. Question pratique. Si on prend des probiotiques en gélules, faut-il arrêter les yaourts, le kéfir, tous ces aliments fermentés ? Pas forcément, indique la source. Si on les tolère bien, ils peuvent même être complémentaires.
Mais c'est vrai que si on est très sensible ou au tout début, l'idée serait peut-être de les réintroduire doucement pour voir comment ça se passe. Très important. Est-ce que ces probiotiques remplacent une consultation ou un traitement médical? Ah non, là la réponse est catégorique, non. L'article insiste bien, ce sont des compléments alimentaires. Ils sont là pour soutenir le bien-être dans le cadre d'une bonne hygiène de vie. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer un diagnostic ou un traitement prescrit par un médecin s'il y a une maladie. C'est essentiel de le rappeler. Et peut-on envisager d'en prendre sur le long terme, toute l'année? C'est une possibilité qui est évoquée par la source, oui, surtout si le déséquilibre digestif est un peu chronique ou lié à un stress continu. Par contre, l'idée de varier les souches ou de faire des pauses est aussi suggérée, c'est pas forcément non-stop. D'accord. Et ces produits, est-ce qu'ils sont adaptés pour les enfants ou les personnes âgées? Oui, mais à une condition importante. Choisir des formules qui sont spécifiquement conçues pour eux, avec des dosages adaptés et parfois même des souches différentes. Et un avis médical avant de commencer, c'est toujours une bonne précaution pour ces publics. Logique. Et pour finir, est-ce qu'on doit s'attendre à des effets un peu désagréables au début d'une cure? C'est possible, oui, et l'article le mentionne. Quelques effets légers et passagers peuvent arriver. Un peu de maux de tête, des petites gênes abdominales, ou même, paradoxalement, une augmentation temporaire des ballonnements. Ah bon? Oui, ce serait le signe que le microbiote est en train de s'adapter, de se rééquilibrer. Mais bien sûr, si ces effets sont forts ou s'ils persistent, là, il est conseillé d'arrêter et de consulter. Bien, je crois qu'on a fait un tour assez complet des informations et des nuances présentées dans cet article de Supernutrition. Pour synthétiser, le message clé, ça semble être que le ventre gonflé, c'est souvent le symptôme d'un déséquilibre intestinal assez complexe, un équilibre influencé par notre alimentation, notre stress, nos habitudes de vie, des probiotiques spécifiques, on a cité L-Plantarum, B-Lactis, L-Gaceri, sont proposés comme des outils potentiels pour aider à gérer cet inconfort, voire pour soutenir une démarche de ventre plus plat. Mais, et c'est vraiment crucial, toujours en complément d'une hygiène de vie globale saine, le choix de la bonne souche, le bon dosage, la durée de la cure et le format, les gélules protégées, apparaissent comme des facteurs importants pour leur efficacité potentielle. Oui, c'est une bonne synthèse de la perspective qui est offerte par la source. L'idée sous-jacente, c'est vraiment de soutenir l'équilibre naturel de notre microbiote. Les probiotiques sont présentés comme une aide possible, oui, mais comprendre ses propres déclencheurs, notamment alimentaires, avec cet accent mis sur les FODMAP pour les personnes sensibles, et agir sur son mode de vie, ça reste fondamental. Les probiotiques, ils s'intègrent donc dans une approche globale, ce n'est pas une solution isolée. Et pour nous laisser sur une note de réflexion, l'article effleure cette connexion fascinante entre l'intestin et le cerveau, et l'impact du stress. Ça ouvre une perspective bien plus large que les simples ballonnements finalement. On peut se demander dans quelle mesure l'équilibre de ces milliards de micro-organismes qui vivent en nous influence-t-il non seulement notre digestion, mais aussi notre humeur, notre énergie, peut-être même notre façon de penser. Voilà une piste captivante, non? Qui nous rappelle à quel point prendre soin de notre ventre pourrait être essentiel pour notre bien-être général.